Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'invité du direct le professeur Abdelhak Lamiri, professeur d'économie, fondateur de l'INSIM, membre de l'ancienne task force auprès du gouvernement Sellel. Professeur Abdelhak Lamiri, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour à Radio M. Avec plaisir. On avait le grand souhait de retraiter à nouveau de la conjoncture économique et des grandes questions stratégiques. On a fait un peu de sectoriel ces dernières semaines. L'actualité nous offre l'occasion de le faire avec l'arrivée du projet de loi de finances pour 2019 sur le bureau de l'Assemblée nationale cette semaine. Il va être traité dans les prochains jours. La commission a commencé à travailler dessus. Est-ce que, professeur, vous considérez que ce budget pour 2019 est, sur la base de ce que nous en savons aujourd'hui, plus un retour à la prudence dans les dépenses qu'une consolidation de ce qui s'est passé en 2018. On se rappelle qu'en 2018, il y a eu un bond en avant, une reprise des dépenses, parce qu'on considérait, le gouvernement Ouihia considérait que la croissance économique s'était trop tassée en 2017, à cause notamment de la baisse des commandes publiques. Oui, il faut dire que le drame de notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'irrégularités des politiques macroéconomiques. Chaque gouvernement qui vient, surtout chaque Premier ministre qui vient, va tout chambouler et va remettre en cause tout ce qui s'est fait auparavant. Nous avons vécu ça surtout durant les années 90, ce qui nous a énormément pénalisés, et nous sommes en train de le vivre actuellement. C'est-à-dire les revirements de politique économique sont toujours mauvaises. S'il n'y a pas un cadre à long terme et à l'intérieur duquel les politiques économiques se précisent, mais avec le même contexte et avec le même cadrage sur le long terme, on risque d'aller dans toutes les directions. D'ailleurs, c'est valable aussi bien pour une institution publique, pour une entreprise, pour un pays, c'est la même chose. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que le cadre sur lequel a fonctionné un peu le gouvernement, notamment le gouvernement Sellel, c'est un cadre qu'il a remis en cause à la fin, puisqu'il a laissé une loi de finances pour 2017 qui était restrictive au niveau des dépenses. C'est un cadre qui ne peut pas descendre sur les 4 000 milliards de dinars de dépenses d'équipement pour maintenir toute l'économie en mouvement. Oui, mais il faudrait justement remettre en cause cette disposition-là. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui nous a causé tous les problèmes. Je prends un exemple simple pour clarifier les choses. Regardez, comparez notre stratégie par rapport à celle de l'Inde. En 1990, l'Inde faisait, les experts indiens de l'Institut de Bombay faisaient des projections économiques sur le futur. L'Inde est le pays qui a les pires infrastructures au monde. Nous avions de bien meilleures. Et alors, les choix sur les dépenses budgétaires, les dépenses de l'État étaient, nous devons développer surtout et avant tout et orienter 80% des ressources et plus vers les cerveaux humains, vers la recherche et développement, vers l'efficacité dans certaines filières comme l'informatique, la médecine, où nous devons être des leaders mondiaux. Et puis maintenant, ils exportent pour 20 milliards de dollars de services informatiques, etc. C'est un pays qui est émergent malgré les problèmes et la pauvreté. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Nous, on a choisi de développer les infrastructures alors que dans tous les classements internationaux, nous sommes très faibles en matière de management d'institutions d'entreprise. Nous sommes parmi les 10%, 20% derniers en matière d'éducation, en matière d'université, en matière de recherche. Et nous avons choisi une autre voie qui est celle de développer les infrastructures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en développer à 20%, 30%, mais mettre 90%, c'est exagéré. Et donc le recadrage qui a été fait au début par le gouvernement Sellel, c'était de diminuer un peu des dépenses d'infrastructures pour mettre l'argent dans deux directions. Premièrement, dans l'économie productive pour la diversifier, et deuxièmement, pour créer
les conditions qui vont faire fonctionner efficacement cette économie, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, c'est-à-dire une modernisation managériale avec des institutions qui vont prendre en charge ça. Il y a un nouveau responsable qui vient qui remet tout en cause en disant on va continuer le développement par la dépense publique et donc on va augmenter les dépenses d'infrastructures. Professeur, il y a des économistes qui lui ont donné raison. Ils ont dit la croissance a rebondi en 2018 grâce à la reprise des dépenses. Oui, mais y compris le FMI d'ailleurs. Mais c'est normal. Quand vous mettez de l'argent, vous avez toujours une croissance qui s'opère. Lorsqu'on a injecté les fameux 800 milliards de dollars, on avait une croissance de 6% par année. Mais après, où est cette croissance ? Une seule année, 6%. Après, c'était en dessous. C'était pas très efficace, finalement. Oui, bien sûr. Quelle est l'efficacité de cette dépense ? En Algérie, il faut injecter 5% du PIB pour avoir 1% de croissance en plus. C'est une dépense coûteuse, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'en met pas dans les facteurs clés de succès. Et donc, c'est une remise en cause du cadrage macroéconomique et de la consolidation budgétaire et qui commence à donner de mauvais résultats. C'est pour cela qu'on y revient encore une fois de plus sur les éléments correctifs. Alors, ce choix-là, cette politique expansive du budget de 2018 qui n'est pas reprise complètement en 2019, mais qui est relativement consolidée puisqu'on a un budget qui est plus élevé que celui de 2017, continue à surfer sur un océan de déficit. Cette politique-là, on a un prévisionnel de 9% pour l'année, déficit budgétaire. Hein. Alors, vous, dans le document que vous avez laissé avec la task force avant de finir votre mission auprès du gouvernement, vous prévoyez de revenir de souvenir à 5% pour 2019 et à 1,9% de déficit en 2021. Donc une courbe qui fait redescendre le déficit. Alors 9%, ça doit vous horrifier, j'imagine, professeur. Absolument, absolument, c'est énorme. Parce qu'on peut épuiser toutes les ressources de financement, mais viendra un jour où on aura des problèmes. Parce que maintenant, on n'a pas eu de problème. Pourquoi ? Et justement, je rebondis sur une question sur laquelle tout le monde a fait des commentaires en disant que le financement par la Banque centrale est un financement inflationniste. Non, il n'est pas inflationniste tant que vous avez des réserves. C'est les réserves qui s'épuisent. Pourquoi ? Parce que vous allez injecter de l'argent d'une main et d'une autre main, vous allez importer des produits et des services que vous allez commercialiser. Il y aura très peu d'inflation. Mais le problème serait en 2021 ou 2022, 2023, lorsque vous n'aurez plus de... À ce moment-là, il va devenir fortement inflationniste. Mais pendant cette période-là, on a une période de répit. Si l'État a utilisé à bon escient cette période-là, on pourrait avoir une économie meilleure, qui va avoir une meilleure croissance, qui va absorber le déficit. Puisque vous avez évoqué le sujet de... On est sur l'inflation. Hein. Oui. Donc la prévision d'inflation, c'est 4,5% pour 2019. Oui. Est-ce que vous considérez qu'elle est optimiste ? Elle est trop optimiste parce que moi, je pense qu'on sera entre 6 et 8%. Parce que déjà, on a des tensions maintenant. Et puis, vu les données macroéconomiques, on doit aller vers au moins vers cette marge-là. Que l'ancien chef du gouvernement, M. Ahmed Ben Bitour, économiste par ailleurs, considère qu'on est déjà dans une inflation à 2 chiffres, en réalité. Oui, les gens disent que les statistiques que l'on a sur l'inflation ne sont pas bonnes, probablement. Mais les gens ont exagéré. Être entre 8 et 12% d'inflation, c'est possible. Mais plus, je ne pense pas. Parce qu'on a été dans cette situation déjà, où on voit les prix augmenter à peu près de la même manière avant le financement qu'après le financement. Donc il y a eu peut-être une accélération de 3 à 4%, mais pas plus. L'autre raison pour laquelle, professeur, on va rester un peu sur de la technique, nos amis auditeurs vont faire un effort pour essayer de comprendre. On a dit aussi, pour ceux qui ont dit que ça n'allait pas être inflationniste, le fait d'injecter, de mettre en route la planche à billets, c'était aussi parce que ça allait financer, ça n'allait pas arriver chez le consommateur final. Ça n'allait pas produire de la distribution de salaire.
Et donc, ça allait plutôt éponger des déficits vis-à-vis du Trésor, vis-à-vis de l'économie. Est-ce que c'est une raison pour laquelle aussi il n'y a pas eu beaucoup d'inflation? Non, parce que ça va finir dans la poche des entreprises et des travailleurs et des gens qui sont salariés. Ça, Donc, c'est pas une cause. demande solvable additionnelle. Oui, c'est une demande additionnelle qui va prendre un peu de temps pour se former en tension inflationniste. Mais l'État a pour le moment les moyens d'éponger ça avec l'importation. C'est ça ce qui a fait qu'il n'y a pas d'inflation. C'est la diminution des réserves qui a évité l'inflation. Tout de même. Les importations se sont beaucoup renchéries pour deux raisons. Oui. La rareté, les mesures de contingentement, et puis la dévaluation du dinar. Donc, donc l'impact des prix importés est important aussi dans le panier de la ménagère. Oui, mais il faut mettre ça dans... Si on n'avait pas ça, si on n'avait pas ces importations et cette baisse des réserves, on aurait une inflation de 50-60%. Et là, c'est contenu, d'après mes calculs à moi, ça a produit entre 4 et 6% d'inflation supplémentaire, pas plus. Professeur Lamiri, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, la véritable variable d'ajustement pour résister au contre-choc ces 4 dernières années, in fine, c'était les réserves de change. C'était les réserves. Et d'ailleurs... Rapidement, le FRR a disparu, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, si on continue comme ça, en 2023, on serait à zéro. Et là, vous aurez les manifestations d'une économie en crise. À ce moment-là, il faut aller chercher des financements internationaux. Mais ça sera difficile parce que les gens vont faire des pronostics et nous n'avons pas les capacités fortes de remboursement. Peut-être on va avoir pour 1 année, 2 années, et puis on va avoir des ajustements terribles si on ne fait pas les choses qu'il faut dès maintenant. Alors, je vais me faire encore un petit peu l'avocat de ceux qui ont prôné la relance des dépenses en disant qu'il ne fallait pas trop serrer, c'était une erreur, en disant qu'ils ont pris le pronostic d'une remontée des cours du pétrole et, d'une certaine façon, l'histoire leur a donné raison. À $50, comme c'est prévu, on a 9% de déficit budgétaire, mais on sait que cette année 2019, le pétrole sera au-delà de $60 sur l'année, peut-être même au-delà de 70. Est-ce que ce n'est pas raisonnable de ne pas trop resserrer quand on a cette possibilité-là? Il y a deux raisons qui font que cette analyse-là est fausse. Première raison, c'est que nous sommes en train de risquer de parier sur quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Et c'est un pari très risqué. On est en train de voir maintenant que les prix sont en train de descendre. Et peut-être que d'ici l'année prochaine, on aura 30. Personne ne le sait. Personne ne sait pronostiquer les prix pétroliers. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr qu'il faut des dépenses et il ne faut pas pénaliser l'économie avec une grosse austérité. Mais ce qu'on doit prôner, c'est une réorientation des dépenses. C'est-à-dire, au lieu de continuer à faire l'infrastructure et le social, surtout, on doit faire un minimum d'infrastructure, un minimum de social. Mais le gros de la ressource doit être orienté vers l'économie productive, vers l'efficacité, vers l'économie de la connaissance, vers les qualifications humaines, vers le développement économique et la création d'entreprises. On est à 22 entreprises PME, PMI par 1000 habitants, alors que nos voisins sont à plus de 50. L'économie algérienne est une économie atrophiée. Il y a peu d'entreprises hors hydrocarbures et on a une grosse population, un gros pays. C'est ça le problème. Il faut donc augmenter l'économie productive. Là, les gens sont en train de dire augmenter les infrastructures, augmenter les dépenses sociales. Mais ça va poser des problèmes et lorsqu'on aura peu de ressources, la véritable crise va s'installer. Donc, bien sûr qu'il faut dépenser, mais dépenser comment? Alors, j'en profite pour rebondir sur un fait d'actualité. Ce matin, le ministre du Travail et des Affaires sociales a rappelé que dans les dispositifs d'aide aux entreprises, notamment l'ANSEJ et l'ANGEM,
il était hors de question d'effacer les dettes. Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés, le FCE, dans son université d'été à l'Oued, au début du mois d'octobre, a souligné la faiblesse de la création d'entreprises en Algérie, donc on est d'accord sur cet aspect. Est-ce que ce n'est pas des dispositifs qu'il faut maintenir et peut-être rendre encore plus flexibles pour accepter un taux de mortalité important, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela? Très bien, c'est une excellente question, parce que ce qu'il faut faire pour l'ONCEJ et pour le reste de l'économie algérienne, c'est absolument la même. On veut développer un pays sans deux choses qui sont indispensables. Sans des qualifications humaines et managériales de niveau international. Et sans les industries du savoir. Qu'est-ce qui fait que les instruments comme l'ONCEJ et autres fonctionnent ailleurs? Il y a deux choses. Ce sont les industries du savoir. Dans plusieurs pays, avant de prendre votre crédit pour développer votre entreprise, on vous fait une formation top niveau. En Allemagne, pour être épicier, il faut 9 mois de formation. Et vous devez réussir. Lorsque on vous donne de l'argent, après vous réussissez, on vous donne de l'argent pour créer une entreprise. Vous rentrez dans un incubateur, une pépinière, qui est elle-même une entreprise. Elle vous prend en charge pendant 3 à 4 ans ou 5 ans des fois, jusqu'à ce que vous ayez des bilans positifs. Elle vous apprend à faire une étude de marché, une stratégie, une organisation, etc. Donc il y a tout un accompagnement. Vous n'allez pas être seul, vendre les équipements comme vous allez, etc. Et donc qu'est-ce qui manque? Ce sont les industries du savoir. On n'a pas des entreprises qui savent redresser d'autres entreprises, qui savent exporter, qui savent développer les qualifications humaines au niveau international, qui savent faire des simulations. On veut se développer sans la science. Il faut mettre de l'argent pour créer ces entreprises, ces boîtes-là. Et à ce moment-là, l'ONCEJ va fonctionner. Les stratégies des entreprises publiques vont fonctionner. Le système d'exportation va fonctionner. Mais sans cela, il n'y aurait aucune amélioration. Alors vous avez réussi quand même, on devait en parler un peu plus tard, mais puisqu'on aborde le sujet, vous avez réussi quand même à sensibiliser le gouvernement sur cette question-là, puisque on a depuis décidé de donner des agréments aux universités. C'est un maillon important dans la formation. Mais pour autant, l'inflexion du gouvernement vers ce type de dépenses ne s'est pas faite. Il y a très peu. Je vous donne un exemple. Nous sommes l'un des rares pays où on n'a pas des crédits à la formation. Un jeune qui veut se former dans un institut de haut niveau, l'ESA ou autre, il ne peut pas avoir un crédit. Il peut s'acheter un véhicule, mais on ne finance pas la science. Ça, c'est l'un des plus grands défauts que l'on a dans ce pays. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que peut-être qu'on croit que ce n'est pas important. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voit le modèle américain, nord-américain, Canada, États-Unis, avec une bulle aujourd'hui qui menace l'économie, de l'endettement des étudiants dont on sait à peu près, pour la plupart, qu'ils n'arriveront pas à rembourser? Oui, mais le problème, c'est que chez eux, ils ont trop financé les crédits à la formation, de sorte à ce qu'il y ait trop d'étudiants sur le marché maintenant, qui ont un savoir-faire énorme et ils ne peuvent pas le rentabiliser au point de rembourser. Nous, c'est zéro. Il ne faut pas être zéro ou l'infini. Il faut être quelque chose au milieu. Donc, on doit développer ces industries du savoir, parce que ce sont ces industries du savoir qui vont, par exemple, moderniser le mode de fonctionnement administratif. Vous avez vu que tout le monde se plaint de l'administration et de son mode de fonctionnement. Mais qu'est-ce qui va améliorer ça? Ce sont les industries du savoir. L'expertise en management administratif, si on avait des tas d'entreprises, ils pourraient nous moderniser ces administrations-là qui vont fonctionner au top niveau. Même chose pour les entreprises. On a besoin des entreprises de simulation, de développement humain à l'intérieur, de stratégie pour aider ces entreprises-là à être au niveau. Or, on ne les a pas. Et on veut se développer sans l'industrie du développement, sans l'industrie de la science. Alors, pour revenir à la trajectoire budgétaire, et en finir avec, qu'est-ce qui vous a laissé penser que vous pouviez arriver à 1,9% de déficit, un déficit aussi bas, compte tenu du contexte de contre-choc? Il y a des analystes qui disent que vous avez été trop optimiste sur l'élargissement de l'assiette fiscale pour lever de l'impôt ordinaire, et le taux de croissance de l'impôt ordinaire dans votre simulation est trop important. Oui.
ils auraient raison si on n'avait pas inclus les conditions pour que ça se passe. C'est-à-dire, on a dit, on peut avoir une croissance de 6,5%, on peut avoir des financements d'autres sources, on ne va pas réduire les infrastructures à néant. Non, il y aura toujours du développement des infrastructures, mais on va y intégrer le privé, l'international, etc. Il y aura une diversification des financements. Mais on a dit, pour avoir une croissance de 6,5%, il faut que les entreprises que l'on ait soient de top niveau. D'ailleurs, on a demandé à créer une cellule d'efficacité managériale au Premier ministère qui va faire le rôle de l'Institut coréen de développement ou autre, mettre en place les dispositifs pour que les entreprises, les administrations, etc., fonctionnent avec les standards internationaux. Et donc, investir aussi pour créer cette industrie du savoir qui doit le faire. Si on avait fait ça, on aurait eu la possibilité d'améliorer, nous aussi, nos institutions de sorte à ce qu'elles utilisent mieux les ressources, et on ira vers cette croissance-là. Mais si on reste comme ça, avec les mêmes entreprises, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes personnes, les mêmes qualifications humaines, ils auraient raison, on ne peut pas atteindre ceci. Nous, c'est mettre en place les conditions d'une efficacité économique pour que cette boîte noire-là fonctionne bien. Alors, mettre en place les conditions d'un fonctionnement efficace de l'économie, c'est tout le modèle, le nouveau modèle de croissance. On va y arriver en troisième partie de cette émission. Mais en attendant, on a des urgences qui continuent de nous presser. C'est le déficit qui continue et c'est la nécessité de le financer. Alors, de votre point de vue d'expert, de professeur d'économie, bon, vous dites, vous venez de dire, vous l'avez expliqué, qu'on pouvait recourir jusqu'à un certain seuil à la planche à billets parce que les conditions de limitation de l'inflation sont encore là. Vous dites qu'on ne peut pas le faire éternellement puisque dès que les réserves vont finir, ça va devenir une source de déstabilisation de l'économie et d'hyperinflation éventuellement. Les autres moyens de financer le déficit en attendant, ce serait quoi? Est-ce que, par exemple, vous faites partie des économistes qui considèrent que le dinar continue à être légèrement ou beaucoup surcoté? Oui, il faudrait le dévaluer davantage, mais avec une protection toujours accrue. D'ailleurs, c'est un des moyens aussi d'améliorer le système d'affectation des ressources. Si on dévalue, par exemple de 30 ou 40%. Bien sûr, on va pénaliser les gens pour certains produits. Ces produits-là, on peut, avec une partie des ressources que l'on tire de la dévaluation, on peut subventionner les produits de première nécessité. Mais le reste des ressources, on peut opérer un changement de sorte à ce qu'on les mette dans l'économie productive pour diversifier cette économie, créer plus d'entreprises, créer les industries du savoir, améliorer les qualifications humaines. Ce serait une stratégie qui pourrait améliorer les résultats économiques. Pas la seule, mais améliorer les résultats économiques. On en a encore 2 ou 3 ans avec le financement banque centrale qui peut encore ne pas être inflationniste, ou peu inflationniste, très peu, pendant 2 ou 3 ans, pas plus, mais passer ce cap-là. Et donc, les 3 prochaines années seront fondamentales. Il ne faudrait pas les rater comme on a raté le reste. Sinon, on perdrait le pari de la décennie de la dernière chance. Oui, on va revenir à ce pari de la décennie de la dernière chance. Autre moyen de financer les déficits budgétaires, c'est de mobiliser de l'épargne interne. Ça a été tenté en 2016. On a levé pour 500 milliards de dinars, un peu plus. Pas mal, c'était pas mal. Il n'en reste pas beaucoup, il n'en reste pas énormément. De réserves d'épargne. De réserves d'épargne. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait vraiment? On le sait, mais on ne le sait pas exactement, mais on a des feelings sur ça. On a quelques études d'étudiants qui posent des questions comme ça. Et donc, on aurait peut-être un peu exagéré le bas de laine du secteur informel. Oui, mais le secteur informel, vous ne pouvez pas y compter pour l'attirer sur 2 ans, 3 ans. Ce sont des politiques sur le long terme que vous allez faire sur les changements de structure de taxes, instaurer la confiance, etc. Structure de taxes, c'est une réforme fiscale.
Oui, on peut faire ça, mais ne pas y compter tout de suite. Alors que les problèmes sont urgents de financement. C'est 2 ans, 3 ans, comment financer ça sur le long terme? Il n'y a pas de miracle. Là, nous, on est en train de chercher des techniques budgétaires qui vont nous sauver. Il n'y a pas de technique budgétaire qui vont nous permettre de gagner du temps en attendant le nouveau modèle de croissance. Oui, c'est surtout ça. On a gagné du temps déjà. Regardez, 2014, on est à 2019, c'est presque 5 ans déjà. Et on n'est toujours pas le Venezuela. On n'est pas le Venezuela, justement, parce qu'il y a eu de bonnes décisions qui ont été prises. Les bonnes décisions au début, c'était d'arrêter des investissements faramineux en infrastructure et pour lesquels on a sur notre sol 20% des dépenses en infrastructure. Exemple, la deuxième rocade autoroutière des hauts plateaux. Des hauts plateaux, le rail sur les hauts plateaux, etc. Le tramway dans certaines villes. Si on n'avait pas arrêté ça, on aurait épuisé déjà les réserves et on serait le Venezuela maintenant. Donc, il y a de bonnes décisions qui ont été prises. Mais on n'a jamais vécu cela comme ça, comme une décision d'arrêter ça. Ça n'a jamais été porté comme ça par le politique. Hein. Oui, mais ils ont diminué. On a dit on va diminuer, on va être raisonnable. Oui. Il y a le professeur Benachno, ex-ministre des Finances, qui ici avait demandé ce qu'il y ait une pause dans les efforts d'infrastructure. Il avait dit que l'État doit marquer une pause. Non seulement il devait y avoir une pause au début, on n'aurait pas dû faire ça du tout. On aurait fait... on est bien content d'avoir l'autoroute Est-Ouest, quand même. Professeur, voyons. Non, on a dit on devait avoir 20 ou 30% de financement d'infrastructures et le reste vers les facteurs clés de succès. Alors, pour être à 20-30% de dépenses publiques en fonds définitifs, il faut avoir une politique de PPP, de partenariat public-privé, audacieuse. Je ne pense pas que ça va drainer des masses d'argent. Le fameux PPA. Parce que le privé ne va pas s'engager sur les infrastructures. Le privé ne va pas s'engager sur le long terme. Il ne fait pas confiance à l'État. Pour le moment, nous avons une administration impossible à vivre avec. Vous allez mettre votre argent, il sera conditionné par un certain nombre de mécanismes administratifs, vous ne le contrôlez pas. Il y aura quelques investissements, mais il n'y aura pas des masses qui vont pouvoir soulager énormément le budget. Il ne faut pas trop y compter. Ça, c'est comme les IDE. Il faut en avoir certains, mais il ne faut pas y compter pour que ça développe le pays. Alors, le PPP, c'est bien. Vous avez un point de vue réaliste sur PPP. Est-ce que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et qu'il n'y a rien qui se fait? Parce qu'au fond, on n'y croit pas réellement. Bien sûr, parce qu'au fond, quand vous parlez avec des gens qui ont beaucoup de ressources et beaucoup de... vous aurez la vérité. Ils vous disent, pour le moment, on n'est pas prêt. Il y a beaucoup de tracasseries administratives. Même le modèle de partage des revenus, etc., c'est délicat. On voit un peu ce qui s'est passé en Europe. L'État peut remettre en cause, on voit les autoroutes en France avec les grands opérateurs d'autoroutes. Il y a toujours à un moment donné une tension. On peut remettre en cause une concession. Et ça, c'est encore dans des pays qui ont des traditions beaucoup plus ouvertes dans ce domaine-là. Qu'en est-il pour le nôtre? Mais tout de même, il y aura quelques opérations. Mais tout de même, dans un modèle un peu différent, celui qui met en place, on va dire, une intervention souveraine comme celle des Chinois. Le port centre, le nouveau port centre, qui est supposé être à Seychelles, c'est pas très intelligent de l'avoir mis là-bas. Vous y croyez, vous pensez que c'est une possibilité de financement des équipements, ce modèle-là, où il y a un État quasiment derrière? Il faut qu'il y ait l'État derrière, et il faut que un projet économique comme ça, qui est rentable sur le long terme, on peut avoir des financements long terme internationaux, parce que c'est un projet qui peut se repayer lui-même. C'est-à-dire, si on a beaucoup de conteneurs, on exporte, on importe, on a beaucoup de ressources, et le projet, finalement, sur 15 ans, 20 ans, il va être porteur. Là, il faudrait associer le privé, il faudrait associer les financements internationaux, etc. Mais pas pour des opérations économiques internes qui ne génèrent pas des ressources extérieures pour payer les dividendes plus tard lorsqu'on doit les fournir. On va bientôt inaugurer la deuxième aérogare d'Alger, internationale d'Alger. Ça, c'est un projet qui aurait pu être en PPP, d'ailleurs. Il a été fait à concours définitif par l'État, mais on peut imaginer qu'il aurait pu l'être. Non, il y aura quelques projets qui seront financés, mais il ne faut pas élever ce financement-là au rang de sauveur. C'est ça qui va sauver le déficit budgétaire et nous permettre d'avoir une croissance. On aura très peu.
on aura quelques projets qui seront financés, c'est bien. Il faut épuiser toutes les possibilités. Et ça, c'est une possibilité. Mais ne pas croire que c'est la solution. Oui, depuis que la task force est partie, depuis que le gouvernement s'est arrêté, on a l'impression que ce type de solutions ont été sollicitées, ont été mises en route, mais elles se sont un peu arrêtées. La mobilisation de l'épargne domestique, il y a eu donc le plan de souscription souverain, il n'y en a pas eu d'autres après. La dévaluation du dinar a marqué une pause depuis le départ notamment de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed El-Qassassi. Les PPP, on en a beaucoup parlé, ça s'est arrêté. Il y a eu un prêt auprès de la BAD. Il y a eu un prêt auprès de la BAD à l'époque du gouvernement, mais qui n'a pas été repris après. Le recours au financement extérieur, donc on a franchi le tabou, on a commencé à le faire, quasiment 1 milliard de dinars, de dollars. Et puis, tout ça s'est arrêté. On a l'impression que finalement, on n'est pas en train de mettre en œuvre les moyens de financement du déficit, tous les moyens. C'est clair que la grosse problématique, il y a deux grosses problématiques. C'est la variabilité des politiques économiques. À chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement, on a une politique économique nouvelle avec ses avantages, ses inconvénients, mais même si elle est bonne, elle sera remise peut-être en cause dans 2 ans, etc. On a un adage en management, un fameux adage qui dit « Un être humain normal qui reste dans son poste de travail pendant 10 ans, il produit de meilleurs résultats que 10 génies qui se succèdent. » C'est la continuité qui est importante. Parce que sans continuité, il n'y a plus de crédibilité. Les institutions sont déroutées, les personnes sont déroutées, les investisseurs sont déroutés. Attendez, là, vous êtes en train de soutenir le 5e mandat, professeur, là, parce que ça fait 20 ans. C'est risqué pour le management de dire ça. Hein. La stabilité de ce type-là. Non, la stabilité, elle est au niveau des gouvernements. Chaque gouvernement a ses propres politiques. Les gouvernements ont beaucoup changé. D'où cette nécessité-là d'avoir une instance, une institution qui est garante de la continuité des politiques économiques. L'État stratège est l'institution qui déploie la stratégie. Oui, ce qu'on appelle un cerveau économique, comme l'Institut coréen de développement ou le comité de planification chinois ou le comité de stratégie de Malaisie. On a besoin d'une institution comme ça qui dialogue avec toutes les institutions et qui conçoit le plan stratégique et qui est garante de la continuité. Et les gouvernements qui viennent, ils font des petites modifications en fonction de la réalité du terrain. C'est tout. Ce mode d'organisation de l'État a prouvé ses résultats partout. Il faudrait qu'on aille vers ça. Tous les pays émergents ont ce mode de gouvernance. Professeur Abdelhak Lamiri, ce modèle-là, c'est une des clés du succès de l'émergence. Vous en avez parlé dans votre livre « La décennie de la dernière chance », édité en 2012, 2013, 2014 2013. 2013. Donc, on est à la moitié de la décennie. On est à la moitié de la décennie. Donc, ma question, elle est directe. Est-ce qu'on a perdu du temps? Est-ce qu'on n'est pas en train déjà de perdre cette décennie de la dernière chance? Je dirais qu'on a évité le pire. On a pris cette bonne décision. C'est la continuité, ça. Oui, on a évité le pire, mais on n'a pas réussi le décollage économique. Il nous reste jusqu'à 2022-2023. Si on continue à patauger, on aurait épuisé la décennie et puis plus de réserves, plus de ressources, et ça sera extrêmement difficile de se développer. On a encore une fenêtre d'opportunité de 4-5 ans devant nous. Alors, la fenêtre d'opportunité, c'est réorienter l'allocation des ressources. En gros, c'est cela. Réorienter l'allocation des ressources et mettre les facteurs clés de succès comme les qualifications humaines et la modernisation managériale. Je vous donne un simple exemple. On n'a aucun pays développé ou émergent qui se classe parmi les 50% derniers en matière de qualité de l'éducation, qualité de l'université. On n'a pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait remonter dans ce classement-là. Parce qu'on ne peut pas être une exception. Qualification humaine, modernisation managériale, c'est pour cela qu'il doit y avoir une institution qui est chargée de ça. Alors, professeur, la modernisation de la gouvernance du management stratégique de nos entreprises, qui a recours à la science, parce que la science prend toujours sa revanche, hein, c'est un thème de chapitre dans votre livre.
Est-ce que c'est difficile à déployer quand on a un périmètre de l'État actionnaire aussi grand en Algérie? Non, non, et ça existe en Chine. La Chine a un secteur public qui est de l'ordre de 40% de l'économie. Ils étaient partis à 100% public. Oui, il faut toujours le rappeler, oui. Et ils sont maintenant à 60% privés. Mais ils arrivent à avoir de bonnes entreprises publiques, stratégiques, qui exportent, qui prennent des marchés. Mais eux, ils ont une toute autre stratégie. La stratégie développée par les pouvoirs publics ou cette institution stratégique, c'est quoi? C'est le Parti communiste chinois là-bas. Hein. Oui, oui, mais quand même, ils ont développé une stratégie qu'il faudrait bien analyser. C'est d'acheter la science, l'expérience et de la diffuser en Chine. Regardez qu'est-ce qu'ils font eux avec les réserves. Ils achètent un peu d'obligations de trésor américain pour faire du tape à l'œil. Mais le gros, où est-ce qu'il va? Acheter les meilleures entreprises technologiques et surtout celles qui sont en difficulté. Volvo pour développer l'industrie des voitures, IBM pour développer le Novo et le reste, Tirelli et le reste. Ils ont acheté le savoir-faire et le développer chez eux. Imaginez un instant qu'avec 1,8 milliard de dollars seulement, on aurait, nous, en Algérie, acheté Volvo. Elle serait venue ici construire des usines et nous aurons inondé l'Afrique de voitures. Est-ce qu'il n'y a pas un prérequis comme un professeur, c'est d'avoir un acteur dans la filière automobile suffisamment important en Algérie pour pouvoir le faire? Eux l'avaient, nous, on ne l'avait pas. Non, mais eux, c'est l'acteur. Volvo, ce sera l'acteur, puisque l'entreprise va nous appartenir à 100%. On a un acteur en Algérie, c'est SNVI, pour ce type d'opération, mais on n'arrive pas à le faire. SNVI, et il est minimaliste avec Renault à Tlilat. Il est sur un assemblage vraiment minimaliste, vous êtes d'accord? Non, mais la stratégie est différente. Ce n'est pas venir quelqu'un pour vous construire des véhicules. C'est l'acheter. Et vous devenez le propriétaire de la recherche. Il y a quelqu'un qui le fait. Des brevets, Les Chinois l'ont fait pour toutes les entreprises. Pour l'informatique, ils l'ont fait pour les tracteurs, ils l'ont fait pour l'électronique, ils l'ont fait. Et ils ont ramené ces entreprises-là, la recherche et développement en Chine, pour la diffuser à leurs entreprises. C'est la stratégie, c'est vital avec Brandt. À peu près, oui. Mais il fallait faire ça des centaines de fois sur des projets d'envergure, des projets de véhicules, des projets d'agriculture. On aurait acheté 3 ou 4 entreprises d'ingénierie agricole qui viendraient ici nous faire les semences. Et on aurait acheté des entreprises spécialisées en création d'entreprises. On aurait créé des milliers d'entreprises agricoles. Qui aurait acheté, professeur? Parce que c'est important quand même. Vous êtes spécialiste quand même en management stratégique. Qui aurait acheté? Des grands champions nationaux ou un fonds d'investissement souverain? Les deux. On aurait pu créer un fonds. On n'a ni l'un ni deux, ni l'autre. Un fonds souverain, mais dont l'objectif, ce n'est pas d'investir, d'avoir une stratégie financière, mais d'avoir une stratégie industrielle qui est d'acheter pour faire venir en Algérie, créer des entreprises et le diffuser. Si on avait fait ça depuis les années 2000, on serait devenu une Corée aujourd'hui. Le FNI ne le fait pas. Non, le FNI ne le fait pas. C'est encore temps. Il ne faut pas dire... Les actifs à l'international sont remontés depuis la crise de subprime. Maintenant, pour faire ses courses, c'est beaucoup plus cher. Oui, c'est beaucoup plus cher. On aurait pu acheter 2-3 fois moins cher comme l'ont fait les Chinois. Et il faut oser. J'ai l'impression qu'en Algérie, tout le monde a peur. L'État a peur. Il se fait tout petit. Il ne fixe pas des objectifs stratégiques de haut niveau. Devenir un pays émergent. On pourrait prendre nos meilleures ressources humaines algériennes et internationales, les mettre dans une institution, leur dire « Allez-y, voilà les objectifs politiques, on veut être un pays émergent, donnez-nous la recette, comment faire dans tous les secteurs, dans les banques. » Et les gens pourraient développer ça pour le compte de l'État. Oui. Il faudrait pour ça qu'il n'y ait pas de cette fameuse variabilité. Variabilité. Et là, on aurait un cap. Si on avait ce cap-là, Algérie 2040-2050, et la présidence y tiendrait sur ça, eh bien, les nouveaux gouvernements ne font qu'appliquer ou avec une petite flexibilité pour réaliser sur terrain ce qui a été décidé. Alors, parmi les facteurs de succès,
ou pas d'ailleurs. Je voulais évoquer avec vous, professeur, l'attractivité des territoires d'un pays, l'attraction des investissements directs étrangers, les IDE. Ouais. Vous avez eu ce rôle en 2017 d'avoir attiré l'attention des pouvoirs publics. Ouais. Ce n'était pas l'intention, vous l'avez fait pour tout le monde. Que les sorties de dividendes étaient devenues subitement très importantes. Et que peut-être que la balance entrée-sortie, il fallait regarder un œil dessus. Et ça a provoqué un changement de cap de la politique publique, le 51-49 en 2009, pardon, et peut-être une certaine défiance du président Bouteflika, pour le citer, qui avait d'ailleurs critiqué les investissements étrangers en disant on attendait mieux de ces investissements, etc. Mais depuis, on a peut-être tordu le bâton dans l'autre sens. Absolument. Absolument. Les 51-49 doivent exister uniquement dans les secteurs stratégiques et libérer le reste des secteurs. Maintenant, les investissements, il faudrait avoir une stratégie d'investissement. C'est-à-dire, regardez, on a parlé de la stratégie chinoise, c'est d'investir, d'avoir des IDE, mais des IDE qui viennent chez eux pour pouvoir développer les facteurs clés de succès. Ils ont les meilleures universités mondiales sont là-bas, Harvard, MIT, etc. Ça, ils les acceptent. Mais ils n'acceptent pas qu'un investisseur du Moyen-Orient vienne lui construire une tour où il va faire du leasing, où il va rapatrier chez lui 10 fois le montant de l'investissement. Et qu'est-ce qu'il aurait laissé en Algérie? Il aurait laissé quelque chose qu'on aurait pu construire nous-mêmes. Ça, c'est le modèle Centre Al-Quds à Cheraga. Absolument. C'est ça, les investissements qu'on recevait en 2007-2008. Et on a perdu beaucoup de... Il n'y avait pas que ça. On a critiqué aussi l'entrée dans l'Algérie de Lafarge, la façon dont il était rentré. On a critiqué... 51-49, ça s'est appliqué pour tout. Hein. Oui, pour tout le monde. Et donc, on voulait qu'il y ait des investissements, des IDE, mais des IDE qui ramènent la technologie, le management, le savoir-faire, et qui surtout ont un impact multiplicateur. Si vous faites comme les Indiens, les Hindous, ou comme les Chinois, vous ramenez MIT, Harvard, qui va mettre à niveau votre système universitaire, lequel va mettre à niveau le système scolaire, les administrations, les entreprises, etc., vous aurez de bonnes idées. Il y a un effet multiplicateur. Vous ramenez quelqu'un... Professeur, vous êtes en train de dire que même si on enlevait le 51-49, il y a certains investissements étrangers qui ne viendraient pas en Algérie parce qu'ils auraient des problèmes de recrutement de bonnes ressources humaines. Bien sûr, ils le disent. Il y a une étude... C'est un frein à l'investissement. Il y a eu une étude du FCE du temps de M. Hamiani, où ils avaient posé des questions aux investisseurs algériens et étrangers. Ils leur ont dit quels sont les repoussoirs les plus importants que vous avez en Algérie. Ils ont cité l'administration, les banques, etc. Mais le premier qui était cité, c'était les qualifications humaines. Ils leur ont dit, si on vient ici, on doit avoir des ingénieurs, des informaticiens qui vont venir d'ailleurs parce que les qualifications humaines ne sont pas au top niveau. Et c'est pour cela qu'il faudrait commencer par cela. Parce que ce n'est pas coûteux. Ça ne veut pas dire que c'est rien ce qui se fait. On a une base. Il suffit que l'on ait un recyclage d'une année ou 2 ans et l'ingénieur de Bebzoura va devenir efficace, va devenir quelqu'un de super compétent qui peut exporter, qui peut créer une boîte. Il y a un gisement de ressources humaines qui a besoin de mise à niveau. Absolument, c'est ce qu'on fait. Les Chinois, ils ont remis à niveau 80% de leurs ressources humaines avant de donner de l'argent pour le développement. Et puis, par la suite, lorsque vous avez des ressources humaines qualifiées, c'est là où vous pouvez décentraliser et faire en sorte que la commune devient une instance de création de richesse. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur des cellules qui savent faire des plans stratégiques de développement locaux, qui vont créer des entreprises, qui vont... Je vous donne un simple chiffre. 60% des exportations chinoises viennent d'entreprises créées au niveau local, par des APC. Ça, les gens ne le savent pas, ils croient que c'est les grands... Non, ce sont les millions d'entreprises en bas, créées par les gens en bas, parce qu'ils ont été qualifiés. Le développement hyper centralisé comme on l'a maintenant n'existe plus dans le monde. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Mais ça repose sur un développement humain, ça repose sur les industries du savoir, ça repose...
leur importance est capitale. Alors, le budget ne peut rien faire. Ce rattrapage-là, est-ce qu'on peut dire, pour essayer quand même de finir sur une bonne note, qu'il est en train de s'engager parce que, par exemple, la formation universitaire, aujourd'hui, est possible dans le secteur privé et elle devrait pouvoir devenir performante aux côtés de celle de l'État. C'est un début. Il y a un processus au début. Mais il faudrait l'accompagner pour passer à une vitesse supérieure. Il ne faudrait pas laisser les choses se faire comme maintenant. Il faudrait avoir des crédits à la construction d'universités, de développement de partenariats, de crédits pour les étudiants, pour que les pauvres puissent accéder aux meilleures universités. Et l'accueil des grandes enseignes de formation ici, un peu comme sur le modèle que vous avez cité, accueillir on a commencé à le faire, on a HSE, oui. On a une enseigne française sur l'ancienne école. On a l'ESA, on a beaucoup de partenariats. Maintenant, il faudrait même que le secteur public développe des partenariats avec des universités internationales, que ces universités-là viennent mettre à niveau leurs enseignants, leurs chercheurs, qu'on a des programmes internationaux et qu'on ait un effet multiplicateur sur les entreprises, sur les administrations. Et ça va créer les industries du savoir qui vont pousser l'économie vers le haut. C'est la grosse différence entre nous et ces pays-là qui émergent. Ce sont des pays qui ont créé des industries du savoir qui poussent leur économie vers le haut. Et c'est faisable. On va attendre que ça le soit. On a le sentiment que l'agenda politique empêche que ça le soit tout de suite. Et on attendra. On a patienté pendant longtemps. On continuera à patienter. Merci beaucoup, professeur Abdelhak Lameri. Merci pour cette intervention. Ça a été un plaisir. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.